Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Delphine Torchman. Delphine est coach de vie et auteure. Toutes les deux, nous nous interrogeons sur comment trouver sa clientèle et développer son activité à l'heure de la simili-toute-puissance des réseaux sociaux. Certains professionnels du bien-être, profs de yoga, sophrologues, peuvent ressentir du stress à devoir publier fréquemment sur les réseaux sociaux. Le curseur n'est pas évident à placer pour trouver son équilibre, pour se positionner et aussi pour se protéger tout en satisfaisant ses clients et en s'amusant dans son travail. Nous partageons ainsi notre vécu et notre ressenti. Sans rejeter les réseaux sociaux, car ce serait aussi faussement hypocrite, nous vous invitons à vous poser avec nous ces questions. Et puis, d'ailleurs, ne peut-on pas transposer cette recherche du correct positionnement digital à la recherche de l'équilibre et d'union au yoga ? Cette constante danse entre intérieur et extérieur qui nous ferait embrasser pleinement ces contradictions ? Pour au final, aller chercher ces réponses au fond de soi, celles qui sont les bonnes pour nous, en toute conscience. Une perspective rassurante que Delphine a eu la bonté de nous partager. Car malgré sa notoriété et son succès amplement mérité, elle ose révéler ses doutes et ses questionnements. Une conversation en toute authenticité, ponctuée par la bonne humeur et la simplicité joyeuse de Delphine. Bonjour Delphine, je te reçois, je suis enchantée de te recevoir. Tu es Delphine Torchman-Bourdet, tu es coach de vie et auteur. Et j'avais envie de te recevoir pour parler un petit peu de la difficulté de se faire connaître lorsqu'on est dans le milieu du développement du personnel et du bien-être. Est-ce que tu pourrais d'abord peut-être te présenter en quelques mots et dire pourquoi cette thématique t'intéresse ? Oui, je suis coach de vie, sophrologue. J'ai écrit 4 livres également. Et ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine du développement personnel. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup évolué en 10 ans. Je suis arrivée il y a 10 ans, à peine un blog, ça existait. Instagram, Facebook, c'était vraiment les débuts. Les smartphones aussi, c'était vraiment, personne n'en avait à l'époque. Donc j'ai observé vraiment un changement des pratiques et une difficulté pour les praticiens dans le domaine du bien-être, du développement personnel, de promouvoir leur activité, de la faire connaître du grand public et de se vendre à sa juste valeur. D'accord. Donc j'avais envie de partager ces difficultés pour les personnes qui sont dans le domaine du bien-être se sentent cette idée de dire ah oui je comprends, ah oui pour moi aussi j'ai vécu ça, pour avoir cette sensation un peu de réconfort, on n'est pas les seuls à avoir du mal à naviguer dans cette jungle qui est un peu internet, et aussi dans ces contradictions qui sont on a envie de se faire connaître, on a envie d'aider les autres, et en même temps on n'est pas prêt à renoncer à son éthique, à ses valeurs, à parfois sa pudeur. Et c'est parfois un grand écart difficile à faire entre je me mets en avant ou je simplifie une méthode, et en même temps j'ai pas envie de trop la vulgariser parce que c'est une méthode, je la connais, elle est précieuse et tout n'est pas si facile à dire en 3 vidéos. On n'a pas envie de réduire son programme, son projet. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambivalence sur ces thématiques. D'accord. Et toi, du coup, tu en es où un petit peu par rapport aux réseaux sociaux ? Tu les utilises beaucoup avec parcimonie ? C'est quoi un petit peu ta position par rapport à ça ? Moi, je suis ambivalente encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien partager, tu vois, cette idée. J'ai pas toutes les réponses, mais j'ai des questions. Et puis d'ailleurs, si cette interview peut amener à un échange via des commentaires, des partages, etc., je serais ravie de lire ce qu'en pensent les autres aussi, parce que je suis vraiment en questionnement par rapport à cette envie de parfois fermer tous mes comptes et, et disparaître des réseaux sociaux, et parfois y être quand même, parce que ça fait partie aussi les gens utilisent les réseaux sociaux, donc je suis un petit peu partagée encore aujourd'hui. D'accord. Et tu es sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ou il y a peut-être un que tu privilégies ? Alors,
Moi, Twitter, j'ai jamais compris. Donc, je crois que j'ai un compte, mais je dois plus me souvenir de mon adresse mail. Et puis, Facebook et Instagram, c'est vrai que déjà, cette complexité, c'est pour moi l'un des premiers écueils, on va dire. C'est-à-dire que quand on est spécialiste du développement personnel, que tu sois sophrologue, hypnothérapeute, prof de yoga, à la base, ce qui te passionne, c'est ta discipline, bien-être. Et c'est pas forcément la connaissance des réseaux sociaux et de leur subtilité. Et aujourd'hui, tu as Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, tu as le blog, tu as le site web, et tu en as peut-être d'autres que je ne connais pas encore. Tu as YouTube, évidemment. Et ce que j'ai observé, c'est que quand tu communiques une info, par exemple, sur Instagram, tu vas avoir des commentaires, mais tu communiques la même sur ta page Facebook et tu as 0 commentaire. Oui. Ou alors d'autres informations, la même photo, le même texte, tu as des commentaires sur Facebook et 0 sur Instagram. Et donc, c'est une logique que quand tu es spécialiste du développement personnel et non spécialiste des réseaux sociaux, qui est assez difficile à appréhender. Donc, il y a une volonté de bien connaître tes clients, de faire connaître ta méthode, de partager ton savoir, ce qui t'a aidé toi pour aider le maximum de personnes. Et il y a aussi cette sensation de c'est pas mon métier et je me sens parfois perdue dans cette complexité des réseaux. Et il y a aussi des effets de mode, c'est-à-dire que ce qui marche à un temps donné, c'est-à-dire c'est la mode faire valoir ses idées sur Instagram. Maintenant, apparemment, c'est plus du tout le cas. Tout se fait sur Pinterest. Et demain, ça sera des podcasts, après des vidéos, mais des vidéos longues et pas des vidéos court format. Voilà, c'est très complexe. Ça bouge beaucoup et c'est pas facile de s'y retrouver. D'accord. Mais c'est vrai que rien que ce matin, je discutais avec une amie qui va se lancer aussi en tant que sophrologue et nous, Instagram, on comprend pas. Autant Facebook, bon, c'est pour moi, ça commence à devenir un petit peu plus instinctif, disons, j'arrive à peu près à comprendre les codes. Et Instagram, les stories, c'est vrai que je comprends pas trop. Et pourtant, on a l'impression qu'il faut y être pour se développer. Donc, c'est vrai que ton discours est assez rassurant, surtout avec quelqu'un de ta notoriété, c'est rassurant pour les personnes qui se lancent de se dire, ah, j'ai pas de commentaires, j'ai pas personne qui me suit. Et d'après toi, est-ce qu'on peut réussir quand même dans le domaine du développement personnel, du bien-être, sans les réseaux sociaux? C'est un petit peu la question aujourd'hui parce que moi, j'ai commencé juste avec un blog il y a 10 ans. Je crois que c'était une sorte de site internet blog. Ça devait être, j'étais, je crois, même pas très claire moi-même sur ce que j'avais produit. Et j'avais fait une annonce sur un site gratuit, l'équivalent du Bon Coin, je ne sais plus ce que c'était. Et j'avais tout d'un coup 15 personnes à mes cours de sophro réguliers. Enfin, c'était vraiment facile. C'est-à-dire un petit texte, une jolie photo et l'adresse de mes cours. Et ça y est, j'étais la seule sophrologue du 15e, 16e, 14e, 13e, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, il y a aussi une sensation, il y a des spécialistes de la mise en avant sur Internet qui ne connaissent pas forcément bien une méthode. Et d'ailleurs, des personnes qui se disent coach, mais qui n'ont pas forcément de recul sur leur pratique ou sur leur expérience et qui se mettent à donner des conseils, se mettre en avant. Et c'est difficile de savoir pour les personnes du grand public de s'y retrouver. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de notoriété sur Internet, mais ils se disent coach et en fait, ils ont fait une formation d'une semaine quelque part. Donc, il y a la qualité, il y a l'expérience et c'est pas forcément en corrélation avec le nombre d'abonnés Facebook ou Instagram. Donc, c'est vrai que une personne qui a besoin de se faire connaître aujourd'hui, quelles sont les premières étapes à faire pour se faire connaître? Aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse, je sais juste que c'est dur. Ça, c'est vraiment la chose que je voulais partager. Il y avait aussi des effets de mode à un moment, quand j'ai fait un site internet, c'était la mode de mettre une vidéo sur la première page, plus maintenant. Donc tu vois, il y a tout, il faut être dans le mouvement, hein, c'est le principe des gars, on accompagne le mouvement, donc il faut rester ancré et dans le mouvement, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'il faut pas être ou tout contre ou trop s'embarquer avec excès, mais c'est quelque chose qui est difficile à trouver. Donc c'est un peu 3 métiers, il faut être communicante, savoir exprimer un message
un contenu clairement, etc. Il faut être experte en référencement avec des mots-clés bien spécifiques. Et puis, il faut être assez influenceuse. C'est un mot un peu à la mode, mais savoir se mettre en avant et une mise en scène. Et c'est vrai que quand tu es juste prof de yoga ou juste sophrologue, c'est pas du tout un métier. Moi, j'ai eu la chance, à la base, je suis journaliste de formation. J'ai travaillé comme pigiste pour de nombreux médias, pour la presse santé et bien-être. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire des vidéos avec Doctissimo, des blogs avec eux, parce que je collaborais comme pigiste avec eux. Et c'est vrai que j'ai cette compétence de savoir exprimer un contenu avec mon diplôme de journaliste, mais c'est pas le cas de tout le monde, et donc c'est particulièrement difficile. La deuxième chose, c'est aussi la difficulté, c'est l'hyperconnexion. C'est-à-dire que quand tu es prof de yoga, tu as juste envie d'être dans la nature, au calme. Et les réseaux sociaux, je caricature un peu, mais moi, c'est ce que je ressens, c'est juste un truc de fou. J'ai l'impression d'être une vieille, tu sais, cette sensation. Mais c'est quoi ce truc que je comprends pas? Tout le monde, il y a une campagne comme ça, un peu contre les réseaux sociaux. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un photographe qui a publié des gens qui sont sur leur téléphone comme ça, et donc en train de traverser la rue, avec leurs enfants qui leur parlent et ils sont sur leurs écrans. Et il a supprimé le téléphone de la main des personnes. Et donc, ça, on a l'air de fou. Mais vraiment, tu vois, il y a ces photos où on est dans notre quotidien, on est comme ça, il se passe des trucs magnifiques, un coucher de soleil, un bébé qui nous sourit, une voiture qui manque de nous percuter, et nous, on est comme ça, complètement figés devant un écran. Et c'est vrai que ça paraît assez fou, assez incohérent, et notamment particulièrement pour les personnes qui font du développement personnel et qui essaient de s'ancrer. Oui. Cette hyperconnexion, ça a même un mot, hein, le FOMO, Fear of Missing Something. On a peur de rater quelque chose, on a peur d'être à la traîne et on est tout le temps en train de se mettre à jour. Ça crée beaucoup d'anxiété chez les personnes, chez le grand public, mais chez aussi les personnes qui sont spécialistes du développement personnel. Donc, bah là aussi, je pense qu'il y a entre se déconnecter complètement et faire 15 stories par jour, il y a un juste milieu à trouver qui est pas évident, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, bah, moi disons que c'est aussi à double tranchant parce que d'une part j'ai été connue grâce à tes vidéos sur Doctissimo et j'ai adoré les suivre pendant mes grossesses, surtout avec ta guidance, j'ai trouvé ça tout simplement génial et ça m'a fait énormément de bien. Aussi avec les podcasts, je rencontre des gens formidables, c'est un très beau prétexte. Et après c'est vrai que il y a une certaine anxiété à devoir toujours produire du contenu, sinon on va être à la traîne, sinon on va pas être bien référencé. Et parfois, c'est juste difficile d'éteindre l'ordinateur et puis d'aller se promener, de pas prendre une photo avec son téléphone pour après la reposter. Et c'est vrai que c'est assez anxiogène et trouver, comme tu dis, le juste milieu, c'est vraiment pas facile du tout parce que j'ai l'impression qu'on peut plus s'en passer aussi, que c'est impossible de revenir en arrière. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de prendre juste le bon côté? Je suis pas forcément sûre non plus. Donc c'est une belle question que tu soulèves en tout cas. Puis cette idée aussi dans l'hyperconnexion, c'est d'avoir toujours quelque chose à dire. C'est pas très sage quand tu es dans la philosophie du yoga, dans la sagesse des textes indiens. Tu as besoin, quand tu vis quelque chose, c'est un peu d'hiberner en fait, d'être un peu dans un repli, de digérer une information, etc. Et parfois on te demande tout de suite quelle est ton opinion sur ci, quelle est ton opinion sur ça. Et moi parfois j'ai juste pas d'opinion. Et c'est sain, tu vois. Je sais pas quoi penser de ce truc d'internet et je pense que c'est plutôt sain d'avoir cette sensation de pas savoir, d'être dans un peu de recul. Ça me semble sain et ça semble incohérent avec cette idée de toujours donner son avis sur tout. Donc on donne son avis, on va dans un resto, on donne son avis, on va chez le médecin, on donne son avis, on fait un cours de yoga, on donne son avis. Mais moi, j'ai pas forcément d'avis tout le temps et dans l'instantané, j'ai besoin d'un peu de recul, même parfois d'un an pour avoir un avis sur quelque chose. Donc ça, c'est important. Donc la complexité des réseaux, c'est ce que je voulais aborder, c'est l'hyperconnexion. Tu vois, la journaliste, hein, je suis structurée, j'ai pris des notes. Super. Non, mais ça me passionne de parler de ça avec toi. Il y avait cette idée aussi de narcissisme. Quand tu es dans le yoga, t'as pas forcément toujours envie de te mettre en scène, de prendre des photos de toi. Moi, les selfies, ça me semble pas
Ça me semble fou, là aussi, de faire tout le temps des selfies. Tu manges, faut que te prendre avec ton petit déjeuner. Tu manges un gâteau au chocolat, genre food porn, hashtag, genre c'est la folie, je suis en train de faire un truc de fou. Tu manges des fruits, t'es une fille trop bien. Oui. Tu fais ton yoga, faut prendre la photo. Ça me semble étrange de se mettre tous les jours ou quotidiennement ou en tout cas régulièrement en photo, en avant. Il y a un côté inspirant et il y a un côté vraiment narcissique où on est vraiment sur le culte de regarder comme je fais bien. Regardez, j'ai le plus bel appart, la meilleure tenue de yoga, je mange les meilleurs trucs, j'ai les meilleures copines. Et c'est un peu comme une petite fille qui dit regarde, j'ai la plus belle trousse, le plus beau cartable. C'est une mise en avant qui est assez, j'allais dire maladive carrément, mais qui me semble pas en tout cas très équilibrée. Oui. En tout cas, je parle de moi et moi je me vois pas me mettre en avant comme ça tout le temps. J'essaye parfois, je fais une sorte de selfie et je me mets à la poster puis après je fais mais non mais j'efface parce qu'en fait ça me semble complètement absurde, tu vois. Oui, mais je comprends, mais après je reviens aussi à ce que tu disais avant par rapport au fait d'avoir un avis surtout. Moi je trouve que c'est aussi un côté un petit peu stimulant. Enfin là je me fais l'avocat du diable, mais j'anime un groupe sur Facebook et là tous les jours je poste quelque chose. Mais parfois, enfin généralement, la plupart du temps, j'ai rien dans la tête la veille et je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire demain matin? Je me pose cette question avant de me coucher. Et là c'est magique. Le lendemain matin, il y a une idée qui vient. Ça peut être, je peux proposer un exercice sur la créativité, sur méditer sur une couleur, sur une citation. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est stimulant aussi. Il y a un petit côté, il faut remplir le vide, mais ça fait avancer. Donc, je sais pas. Tu vois, c'est à chaque fois, bah oui, c'est à double tranchant. Je trouve ça vraiment génial ce que tu dis sur cette idée de créativité, c'est-à-dire que se booster à créer, ça apporte énormément d'énergie et ça t'inspire déjà toi-même. Et parfois, tu as l'impression de ne pas avoir d'avis sur un truc et quand tu dis, et si j'avais un avis ou si j'avais une idée, il y a quelque chose qui émerge. Et donc, travailler sa créativité, on est tous des artistes et on l'oublie trop souvent. Alors, on n'est pas obligé d'être des artistes doués, mais à la base, tous les enfants chantent, tous les enfants dessinent et de stimuler sa créativité, c'est très important pour son énergie vitale. Mais c'est important aussi de cadrer sa créativité, il faut qu'elle ait un sens. À quoi ça sert de faire ça? Et ça, c'est important d'être aligné sur ça. Par exemple, quand j'écris un bouquin, j'ai beaucoup d'idées, je stimule ma créativité. Mais on n'est pas forcément obligé d'être tout le temps créatif parce que c'est fatigant aussi. Donc, on a aussi besoin de se nourrir et de parfois d'être un peu en retrait pour pouvoir ensuite repartager. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Oui. Oui. Après, c'est aussi le fait d'être comme un hamster sur sa roue, à devoir toujours tourner. Est-ce que au bout d'un moment, ça va pas lâcher? Ça, je sais pas. Il y a aussi le burn-out qu'on entend de plus en plus parler. C'est peut-être un petit peu lié à l'hyperconnectivité, que ça soit les gens dans leur travail aussi, où ils ont toujours, le téléphone, l'ordinateur qui ramène au boulot, mais sur les réseaux sociaux aussi, les personnes dans le développement personnel et du bien-être, ils sont en proie au burn-out et c'est assez paradoxal. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de discuter avec ce genre de personnes. Ben oui, évidemment. C'est vraiment un grand écart à faire entre justement donner aux autres et qu'est-ce que tu reçois toi, qui te donne, comment tu te recharges. Tu peux pas juste être tout le temps en train de donner du bien-être, il faut que tu en prennes. Et souvent, il y a cette idée, il faut que je donne d'abord pour recevoir. Ok, donne et tu recevras. Mais parfois, tu as besoin d'abord de te recharger pour pouvoir ensuite mieux donner. Il faut que ça reste équilibré. Parce que sinon, c'est juste une fuite en avant d'être là, mais à quoi bon et pourquoi? La chose aussi qui était compliquée, c'était cette idée de vente. C'est compliqué quand tu fais un travail qui te passionne, c'est pour aider les autres, c'est que toi, moi quand j'ai fait la sophro, ça m'a aidé pour gérer mon stress, quand je suis venue au yoga, ça m'a aidé pour rééquilibrer mon énergie, pour gérer mes problèmes de dos. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur
Et parfois, tu te dis, mais j'ai envie que tout le monde connaisse ce que j'ai pu recevoir de ces pratiques, tout le monde découvre ça. Et pourtant, ça a un prix. Parce que toi, par exemple, tu t'es formé, ton expérience, ta pratique, la façon justement dont on a parlé, le temps que tu as pris à le digérer pour ensuite mieux le transmettre avec clarté, ça a un prix, c'est pas gratuit. Mais quel prix? Puisque c'est quelque chose qui te passionne et limite, bah, ça te fait tellement plaisir de le transmettre. Bon, bah, pourquoi pas le faire gratuit? Bah, faut bien travailler. Donc, il y a toujours cette sensation de quelle est ma valeur? Quelle est la valeur de ce que j'enseigne et quelle est ma valeur? Et quelle est la valeur aussi perçue par les personnes qui font appel à moi? Et c'est quelque chose qui est un peu difficile parce qu'on est dans des domaines, le bien-être, tu vois, il y a la spiritualité, le bien-être. L'église, faut pas payer. Donc, si limite tu te fais payer, c'est limite que tu es une arnaqueuse. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a des arnaqueuses. Il y a des arnaqueurs, il y a des pros du web marketing qui te vendent je vous vends une formation et en 5 minutes, au prix de 10 000 euros, exceptionnellement cette fois-ci, 9,90 € par mois. Je rêve. Et je suis pas très à l'aise avec ce marketing sur Internet. C'est-à-dire les gens qui te promettent des choses gratuites et après qui te harcèlent de mails et qui te font un peu culpabiliser si tu n'achètes pas leur programme, qui te font sentir mais en fait t'es pas une gagnante, en fait tu veux pas vraiment réussir si tu n'achètes pas mon truc à 999,99 centimes d'euros. Donc c'est un peu cette idée de, tu vois, avant, on sonnait chez toi pour te vendre des encyclopédies. Maintenant, plus personne sonne chez toi, mais on te harcèle d'emails. Oui. Ce sont un peu les mêmes techniques de vendeurs de porte-à-porte qui te vendent un peu n'importe quoi. Oui. Donc, d'être présent sur le net, c'est bien. De vendre des choses en ligne, c'est bien. Mais l'art et la manière de le faire, pour l'instant, moi, je regarde beaucoup. J'essaye un peu des choses. Mais je suis pas très à l'aise avec tout ce qui se fait. Il y a pour moi un manque de déontologie derrière tout ça. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, disons que j'ai juste commencé là avec la proposition d'un espace membre et je me sens à l'aise de le faire dans la mesure où j'ai des conversations avec les gens et je sens qu'il y a un échange qui se passe. C'est pas juste je vous propose un grid gratuit. Après je le fais. Je vous propose un grid gratuit et dans ce cas-là vous êtes inscrit à ma newsletter. Après ma newsletter je l'envoie 2 fois par mois, mais il y a un petit guide avec la lune et je force personne à acheter. Mais par contre, je me sens à l'aise si jamais il y a un échange, si jamais je sens surtout que je peux apporter quelque chose à la personne qui va acheter mes produits. Après c'est juste c'est les tout premiers balbutiements, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu pas très subtil parfois. Je donne mon adresse mail et ensuite il y a la formation comme tu le dis à 999 € pour devenir praticien, pour s'élever. Enfin c'est ça, je me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Mais à partir du moment où il y a un échange, où je sens que je peux apporter quelque chose, ça me va mieux. Après, je donne aussi des séances d'hypnose par Skype. Et au départ, j'étais un petit peu sceptique. Mais là, tu vois, je vois les mains bouger, je vois vraiment des phénomènes idéomoteurs et je sais que ça marche. Je vois, les personnes se libèrent, je sens que ça fait du bien. Et donc, tu vois, il y a cette possibilité-là aussi. Petit à petit, les gens, je leur parle par mail, ils apprennent à me connaître, ils ont plus confiance et je peux leur proposer une séance d'hypnose chez eux, dans leur confort, que je fais payer, au prix du tarif en présentiel. Donc, c'est pareil. Là encore, on se retrouve. Oui, il y a des progrès qui sont possibles avec Internet, avec les réseaux sociaux. Après, faut pas faire n'importe quoi. Il faut utiliser ça avec parcimonie aussi. Et toi, tu as la sensation de t'y retrouver, c'est-à-dire le temps que tu passes à faire tes newsletters, à apporter du contenu aux gens par rapport à ce que tu reçois, en tout cas financièrement? Financièrement, non, je pense pas, parce que moi, je gagne pas d'argent sur ça. Mais par contre, ça m'a fait énormément de bien pour ma confiance en moi et aussi pour développer cette activité-là. Je viens juste de me lancer officiellement en septembre, donc là je me sens légitime de le faire et il y a du contenu que je récupère après dans ces formations-là et donc
c'est assez difficile, bah, déjà d'une part d'évaluer sa valeur et ensuite après, ben voilà, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, qu'est-ce que je vaux, c'est des questions assez compliquées. Pour l'instant, je pense qu'il faut que j'amorce un petit peu la pompe pour retrouver cet équilibre financier, mais ça me fait tellement de bien aussi que bon, je me vois pas arrêter non plus. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une question d'équilibre, comme tu dis, et qui est propre à chacun, selon son parcours, selon son écosystème du moment, hein, qui nous soutient dans la famille, quelles sont nos conditions de vie, où est-ce qu'on habite, quelles sont nos dépenses, nos besoins en fonction du moment, notre disponibilité aussi. Hein, donc c'est un équilibre à trouver. En tout cas, ce que j'ai constaté pour les gens qui m'entourent, qui sont dans le domaine du développement personnel, parfois il y a cette sensation où on fait un maximum de choses, on donne beaucoup, et au début, bah, on est juste porté par la méthode, donc ça nous fait du bien, mais à un moment, ce qu'on reçoit en retour, en termes de financier notamment, parce que c'est concret, hein, mais c'est pas suffisant. Et il y a quelque chose, on donne beaucoup, mais le retour financier, alors le retour, le fait de se sentir utile, d'aider, etc., ça peut énormément enrichir. Hein. Mais si on le fait parce que c'est une activité, on va dire, professionnelle et qu'on veut passer à professionnaliser cette activité, il y a quelque chose, il y a un espace où il y a un élan, je donne et je reçois parce que je sers et ça fait du bien et ça marche et donc je me sens légitime. Donc il y a de l'enthousiasme, une phase d'élan. Et après, il y a une phase un petit peu de plateau et même parfois une phase, bah d'ailleurs, c'est les phases du cycle d'Hudson hein, qui sont normales, hein, mais il y a une phase un peu d'essoufflement parfois et de remise en question. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est normal, ça. D'accord. Après, tu as un peu des plateaux, des hauts, des bas, puis après, tu as des doutes, puis après, tu hibernes un peu, puis après, tu recommences avec de nouvelles idées. Ce sont des cycles. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ça dans les formations de développement personnel, à se lancer comme activité professionnelle et à passer par ces cycles, en fait. D'élan, de doute, de recul, de recommencement, mais qui sont normales et c'est important de ne pas perdre confiance en soi dans ces moments où ce qu'on donne, c'est pas forcément équilibré avec ce qu'on reçoit. C'est normal, c'est une roue en fait. D'accord. Et du coup, tes conseils à toi, c'est d'accepter cela? Parce que, enfin, pour l'instant, moi, je me sens un petit peu poussée, ça va, mais j'ai peur, bah, justement, de ce moment où, bah, il n'y a pas le financier qui compense derrière. Donc, c'est quoi tes conseils? C'est d'accepter ça et puis de continuer malgré tout ou de se poser des questions? Je pense vraiment, comme on le disait, ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire, bah, si tu fais ça en plus d'un boulot, si tu as ton conjoint qui te soutient et que tu fais ça juste pour se divertir, quoi, pour te sentir un peu comme, je sais pas, moi, tu serais avec dans une association bénévole, tu as envie de donner du sens. Parce que ça dépend de chaque personne. Si tu es célibataire avec 3 enfants en bas âge et que tu as besoin d'acheter des couches, oui, pas le même conseil, on va dire. Donc, ça dépend de chaque parcours de vie. Si tu es à la retraite et que tu fais ça pour t'occuper, pour te sentir, c'est pas du tout les mêmes réponses pour les mêmes situations. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être soulevé parce que ça peut être anxiogène et on peut se sentir dévalorisé si on n'a pas tous les retours qu'on aimerait quand on met des efforts à communiquer, à lancer des projets. Et puis il y a aussi cette idée que quand on entre dans le développement personnel, moi j'ai commencé par la porte de la sophrologie. Après, je passe au yoga, à l'hypnose, la méditation, au coaching. Et au début, j'étais très axée sur une méthode. Et ensuite, bah, j'ai fait une collection de méthodes. Et puis le coaching, c'est vraiment encore une vision au-dessus, en fait. Au-delà de la méthode, tu vois la complexité de la personne, de son parcours, de son écosystème. Et donc, moi, j'ai eu un moment, en me formant comme ça, au fur et à mesure, ça va peut-être te parler aussi à d'autres, cette sensation qu'au début, tu sais très bien, parce que tu découvres une méthode, et puis tu enrichis ta pratique de plusieurs autres méthodes, et même de coaching avec cette vision un peu holistique, globale des problématiques. Il y a un moment où tu sais moins. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, tu sais exactement quelle technique respiratoire pour évacuer le stress avec la sophro, mais en yoga, tu peux leur faire autre chose, en hypnose aussi, en méditation aussi. Et avec le coaching, tu t'aperçois qu'elle n'a pas forcément besoin d'une technique, mais qu'elle a plus besoin de régler ses problèmes avec son boss. Et donc, il y a un moment, pour communiquer aussi sur ce que tu apportes, ça devient plus complexe.
Oui. Tu gagnes en expérience, plus ta communication, la rendre simple, c'est complexe. D'accord. Du coup, c'est vrai que c'est un apprentissage de tous les jours au final, et puis bah de rester dans la voie de l'apprentissage. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on s'amuse aussi à apprendre, à rester curieux de l'autre, des différentes techniques, c'est du gagnant-gagnant. Exactement, c'est ça. Et c'est cette idée, au début, tu dis, bah voilà, je vais vous proposer 3 exercices anti-stress. Et à un moment, tu dis, ok, bah peut-être que ça suffit pas. Donc, qu'est-ce que tu vas proposer? Bah, t'aimerais expliquer, mais en même temps, sur Internet, c'est des vidéos d'une minute, de 3 minutes. Donc, expliquer la complexité simplement. Et t'as pas envie de devenir inaccessible et rentrer dans des débats. Et t'as pas envie de prendre les gens pour des idiots non plus. Ça aussi, dans ces différentes formations et compréhension des formations, plus tu vas en profondeur aussi dans ta pratique, plus ça semble en fait complexe de simplifier un message. Et parfois les gens me disent, est-ce que si je viens vous voir en 3 séances d'hypnose, je réduirai mes compulsions alimentaires que j'ai depuis 15 ans. Et t'es là, mais je peux pas vous dire oui. J'aimerais, parfois ça arrive, mais ça dépend tellement de plein de choses. Parfois, on te dit, est-ce que j'ai un problème d'anxiété? Est-ce que c'est l'hypnose ou le coaching qu'il me faut? C'est pas une méthode pour une personne ou pour un problème. C'est bien plus complexe et parfois c'est que la relation qui fait plus qu'une méthode au-delà d'une méthode. Donc ce sont des choses que les thérapeutes aussi se posent comme question. Est-ce que je communique sur ma méthode? Est-ce que je communique sur les résultats? Est-ce que je communique sur la relation, qui est difficile à saisir par écrit ou en vidéo? Donc en tout cas, ces idées, il y a aussi cette idée, enfin le dernier point, c'est cette idée d'être, est-ce que je suis expert en un domaine ou est-ce que je me montre pluridisciplinaire? Souvent, par exemple, là, je vais me faire opérer de la myopie la semaine prochaine. Je préfère avoir un spécialiste qui fait que ça. Mais quand tu travailles pour la médecine, tu as plutôt envie de faire un spécialiste qui fait que l'opération de la myopie, tu vois. En même temps, et donc je comprends que pour les personnes, ça peut les rassurer d'aller voir une hypnothérapeute qui fait que les problèmes de poids ou une sophrologue qui fait que les femmes enceintes. Mais en même temps, en tant que thérapeute, tu es curieuse. Passionné. Et donc, parfois, de faire qu'une seule chose, en tout cas, moi, ça me semble étriqué. J'ai pas envie de faire un truc. Et en même temps, pour être rassurante, visible auprès d'une cible, tu as besoin souvent de communiquer sur une chose. Et donc là aussi, il y a une complexité. Je sais pas si toi, tu as pu percevoir ça dans comment tu te définis, comment tu communiques sur ce que tu... Moi, ça résonne surtout par rapport à l'hypnose. Par exemple, si quelqu'un vient me voir, j'ai envie d'arrêter de fumer et qui me demande aussi combien il faut de séances. Et c'est pareil, je sais pas, parce que si ça se trouve, l'envie d'arrêter de fumer, elle est là, il y aura juste besoin de quelques petits trucs pour apprendre à se relaxer, puis à zapper la cigarette quand l'envie vient. Mais si ça se trouve, c'est quelque chose de tellement plus profond, qui remonte à l'enfance, qui vient couvrir certains besoins, et ça va prendre beaucoup de séances pour régler ça. Et là, ça peut être de l'hypnose, ça peut être aussi du coaching, de la PNL. Et c'est vrai que pour moi, se spécialiser, c'est compliqué et j'ai pas forcément envie de le faire parce que je trouve que c'est un petit peu réducteur. Et même, tu vois, par rapport à la médecine, l'opération de myopie, ok, je peux comprendre qu'on veuille un spécialiste, mais d'un autre côté, est-ce que les canaux sanguins de tes yeux sont bien irrigués? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de diabète derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de... Tu vois, il y a aussi tout l'être à prendre dans sa globalité et c'est pour ça, moi, j'ai pas envie de me spécialiser. J'utilise des outils, je sais pratiquer l'hypnose, le yoga, la méditation, mais après, l'être humain est tellement complexe que j'ai pas envie de me spécialiser. Puis c'est ce qui fait que j'aime faire ce que je fais aussi, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir que c'est comme ça que je m'éclate. Et comment du coup tes clients te perçoivent? En 2-3 mots, ils te perçoivent par la branche plutôt yoga, hypnose. Comment tu es perçu si tu restes, on va dire, global? C'est plutôt yoga.
Après, le yoga, mais faut dire que à chaque fois, une de mes séances de yoga, je les termine par une petite relaxation, méditation, où j'utilise des techniques d'induction d'hypnose, donc j'essaye de faire quelque chose d'assez global. Mais pour l'instant, mon site web, c'est Clairvie Yoga, donc c'est vraiment la branche yoga. Petit à petit, ça changera peut-être, mais après, je pense que c'est la nature humaine de catégoriser, d'étiqueter aussi, donc il faut jouer avec ça. Exactement, et c'est pas évident toujours. Moi, je me suis dit du coup avec ces 6 points, hein, cette complexité, est-ce que je me connecte à fond ou pas, est-ce que je me mets en avant ou pas, est-ce que je me spécialise ou pas, quelle est ma valeur, quel est le prix de ce que j'apporte aux personnes. Après toutes ces questions, moi j'en reviens un peu au basique, c'est-à-dire justement prendre l'avis des autres, partager ces questionnements, et puis aussi faire des vraies rencontres, c'est-à-dire pour savoir le vieux truc où dans ma rue j'ai vu qu'il y avait un prof de yoga, aller le voir, tu vois, Oui. revenir au réseau un peu de base, comment on faisait avant, quoi. Quand on sait plus que c'est compliqué, comment on faisait avant, on se parlait, on s'appelait. Donc, revenir aux vraies rencontres, aux gens que tu connais, à demander des conseils, parce que tu t'enrichis aussi énormément de personnes qui sont dans le doute, dans le questionnement. Et le fait de partager ces questionnements, tu te sens moins seul, ça t'apporte de l'énergie, et de cette énergie vient d'autres idées, d'autres envies, Oui. c'est un peu ça le conseil, c'est de ne pas trop rester isolé et de se reconnecter à des amis, un collectif en fait de gens qui partagent les mêmes problématiques, les mêmes défis. D'accord. Merci beaucoup Delphine pour tous ces conseils. Tu aurais quelque chose à rajouter peut-être pour terminer ou tu voudrais finir sur cette note? J'aimerais que les gens partagent ce qu'ils en pensent, vraiment. D'accord. Qu'ils échangent, où est-ce qu'ils en sont dans ces questionnements. Ça m'intéresse vraiment, et peut-être que je peux apporter une aide justement. Donc, Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup d'échanger à ce sujet. Du coup, sur les notes du podcast, on mettra tout ça, un petit appel à commentaires, et puis la discussion sera lancée comme ça. Ok, merci beaucoup à toi. Merci Delphine, au revoir. Au revoir. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.